C'est pertinent à chaque fois qu'il y a un projet, notamment projet de développement produit. On retrouve ici les différentes dimensions de la performance. Alors ici ça doit être coût, qualité, délai et personnel, avec les indicateurs correspondants, les indicateurs de coût, de qualité, de délai, de personnel, avec un pilotage projet, donc top flop, avec des indices de satisfaction client, avec le suivi de la convergence des livrables et avec un suivi de planning. L'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'il y ait à un seul endroit l'ensemble des éléments de manette de pilotage du projet, d'animer l'équipe qui conduit le projet autour de ces éléments de performance et de pouvoir réagir dès que la performance n'est pas au rendez-vous. Donc chaque semaine, il y a une réunion, et donc on examine l'ensemble des indicateurs, et chaque semaine, on va prendre les actions, des décisions, pour faire en sorte qu'on revienne dans les clous si jamais on a dévié. Donc c'est un outil de management d'animation du projet qui améliore l'efficacité du projet. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire Obeya? C'est le visuel? Alors Obeya, ça veut dire grande salle en japonais. Retenez que c'est un ensemble d'indicateurs visuels postés sur un grand tableau dans une salle. Et retenez que chaque personne se rend dans la salle à fréquence fixe, ou tous les jours ou toutes les semaines en fonction de la criticité de l'activité projet. Et la réunion est toujours sur le même ordre du jour. Revue des actions précédentes, examen de la performance, prise en compte d'actions qui ont amélioré lorsque la performance n'est pas au rendez-vous. Donc c'est une autre façon de manager, du coup il n'y a plus de reporting, il n'y a plus de PowerPoint, il n'y a plus d'Excel, tout se passe sur des tableaux à la main. Il n'y a plus de compte rendu. Le compte rendu c'est rédigé, c'est une rédaction de plan d'action à la main. Alors peut-être que je vais rejoindre en fait les réflexions de ma voisine, parce que en fait ça nécessite quand même que l'équipe soit sur place, ou alors qu'il y ait d'autres moyens. Oui. Alors s'il n'y a pas unicité de lieu, c'est plus compliqué, c'est les fameuses Obeya de tout à l'heure, c'est qu'on fait ça, mais en espace virtuel, type Virtual Team Room, Lotus Notes ou Intranet. Sur un espace collaboratif, voilà. En fait, où chacun peut... parce qu'en plus, quand on n'est pas dans le même fuseau horaire, il faut trouver une façon de... Oui, mais c'est sûr que plus l'équipe projet est proche, et meilleurs sont les résultats du projet, généralement. Après, il y a des impondérables. Moi j'ai une autre difficulté, c'est de trouver des indicateurs de pilotage de performance, justement dans le tertiaire, en fait, sur tous nos services. Bah c'est intéressant ça. C'est vrai que c'est beaucoup moins intuitif et facile pour les gens dans le service que de se... Le manufacturing, nous avons de pièces et les qualités. Retenez qualité, coût, délai. Qualité, c'est quoi? C'est l'expérience client, la satisfaction du client interne. C'est que des livrables bons. Qualité, c'est prestation excellente, expérience client qui reçoit la prestation excellente, que des livrables bons. Après, il y a coût. Coût, c'est le coût de l'entité administrative ou tertiaire qui fournit la prestation. Est-ce que c'est que des heures hommes, auquel cas vous convertissez en heures hommes, ou est-ce que c'est autre chose? Généralement, c'est que des heures. Après, il y a délai. Délai, c'est soit le délai global pour fournir la prestation, soit le respect du délai. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je m'engage sur un délai, est-ce que je le tiens ou pas? C'est déjà pas mal. Hein. Ça, c'est les trois les plus importants. Qualité, coût, délai. Et en fait, c'est les mêmes qu'en manufacturing. Sauf que ce qui est difficile, c'est que pour avoir parlé à un informaticien ou un directeur de contrôle de gestion, ils n'imaginent pas qu'ils fournissent une prestation avec des critères de performance. Donc l'informaticien, quand je lui dis mais tes critères de performance, c'est pas que le coût du matériel que tu approvisionnes, il y a d'autres dimensions. L'expérience client, le retour du sondage utilisateur, c'est pas encore dans les dimensions. Il y a une diversité en fait des livrables aussi. Quand on prend le contrôleur de gestion, ok, il y a la clôture mensuelle, mais après il fait tellement de choses à côté que du coup c'est de choisir les choses qui vont être pertinentes à suivre. Pour l'informaticien, moi j'ai un exemple comme ça. Chez nous, ils ont mis un système en place ils appellent ça pratique. On fait une demande informatique et ils répondent à la demande. Et en discutant avec l'ancien responsable informatique, je lui dis c'est quoi ton objectif? Il dit c'est de répondre le plus vite possible et de traiter un maximum de demandes. Je dis c'est un mauvais objectif. Ton objectif ce serait de plus avoir de demandes. C'est ça l'objectif.
C'est vrai que la pertinence, c'est hyper important, la pertinence des... Ce qui est difficile, c'est que ça oblige à prendre du recul sur sa fonction et se placer en véritable prestataire quasi externe et de se dire c'est quoi ma valeur, c'est quoi la valeur de ce que je délivre aux gens et comment je peux mesurer leur la valeur, c'est donc satisfaction, coût, délai. On en a presque terminé. Donc retenez que l'OBEA, ça facilite le management d'un projet, ça fédère les équipes autour d'un objectif commun, ça leur permet de mieux travailler ensemble, ça améliore la réactivité du projet lorsqu'il y a des déviations. Et ça donne un sens au projet. Par contre, ça pousse à réfléchir à quels sont les indicateurs de performance du projet. Alors souvent en études et industrialisation, on rajoute une dimension, c'est SQCD-P, P pour prestation. Est-ce que le projet de développement produit délivre bien les prestations attendues, celles demandées par le client, les fonctionnalités. Alors, un petit zoom, là vous avez un petit zoom sur le planning. En fait, il y a un certain nombre de livrables à atteindre en fonction des semaines. Et en gros, pour être sûr que les livrables sont livrés à l'heure, on zoome sur le planning au travers de ce petit truc avec des post-it de manière à s'assurer que les gens pensent bien à livrer ces livrables-là avant que la date soit dépassée. C'est de l'animation. J'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Ou alors, on a déjà répondu. Ouais, peut-être une question d'abord. Juste, je joue icebreaker, hein. Sur les modes d'intervention que vous pouvez avoir, parce que c'est très large, vous parliez de service tout à l'heure, je pense que le plus difficile c'est de pouvoir intégrer par partie et commencer par des processus identifiés sur lesquels on a un besoin, parce que c'est tellement large de savoir attaquer un processus. En plus, beaucoup d'entre nous peut-être sont ISO, et pourtant ça ne suffit pas. Donc quel est votre mode d'intervention? Est-ce que vous commencez par un diagnostic avec une entreprise? Est-ce que vous identifiez un plan de travail avec des premières interventions ciblées? Il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où l'entreprise a fait son diagnostic elle-même et elle nous dit moi j'ai tel et tel problème à résoudre. Auquel cas on va se concentrer sur l'action pour résoudre ces problèmes, en s'assurant que les actions en ligne que l'on mène ont bien un lien avec les problèmes, parce que souvent il arrive que les clients nous demandent je veux de l'aspirine, mais en fait il a le bras cassé. Ça s'arrête. Et puis il y a l'autre cas où le client il ne sait vraiment pas par où prendre le problème, il n'a pas forcément l'idée précise de ces dysfonctionnements ou de ces difficultés, auquel cas ça peut nous arriver de commencer par un diagnostic. Par exemple, d'ici 2 semaines, on va démarrer un diagnostic en qualité chez un fabricant de plaques vitrocéramiques, parce qu'il ne sait pas trop comment prendre le problème d'un point de vue qualité. Voilà, donc il y a les deux approches. En fait, ça dépend de la précision de la définition de votre problème, tel que vous l'avez analysé, diagnostiqué vous-même. Enfin, je pense, moi j'ai extrêmement bien diagnostiqué mon problème, mais je ne suis pas sûr que j'ai pas une jambe cassée. C'est surtout ça. C'est-à-dire j'ai l'impression de savoir exactement ce dont j'ai besoin et de connaître les leviers, mais fondamentalement je suis aussi quasi persuadé que je fais fausse route. Mais dans ce cas-là, il nous arrête de reprendre le sujet avec le client pour s'assurer, refaire la démarche intellectuelle du diagnostic, voire refaire un mini-diagnostic pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Ça rejoint la question, le témoignage de madame tout à l'heure sur effectivement les VSM et tout ça. C'est vrai qu'il y a une certaine difficulté à la fois de commencer par un diagnostic où l'entreprise du coup dit mais c'est bon, on sait où on veut travailler, on sait où sont nos problèmes et du coup ce que révèle la VSM, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça on le savait déjà. Et à la fois d'avoir des gains déjà tangibles et en même temps des gains qui servent réellement l'objectif final. Et oui. Pas effectivement plugger un 5S si c'est pas là que l'entreprise elle a besoin de ça. Par contre, effectivement, c'est des équilibres à trouver où
où c'est vrai que ça demande beaucoup de communication en fait avec les équipes. Et quelque part, par rapport au VSM, justement, après, si on sent que ça peut... pour moi, il y a aussi des règles dans le comportement de la mise en place de la VSM. C'est... on ne juge pas, on ne critique pas. Ça, c'est un basique de fond. Et si les gens rejoignent un peu, il faut qu'on partage ensemble, qu'on se comprenne tous. C'est pour ça qu'on fait cette visibilité des choses. Qu'on se comprenne tous là, l'équipe, les patrons, les services support liés à tout ça, qu'on puisse leur montrer. Et après, que du coup, ce qu'on va construire, ça aura plus de chances de marcher, même si c'est des choses que vous demandez déjà depuis 30 ans. Ça arrive aussi, bien sûr. Et au moins, on arrivera à faire adhérer les gens parce qu'ils verront comment ça se passait et quelle sera l'aide que ça va apporter. Et même, ils la définiront avec nous. On va les inviter pour faire la VSM du futur. Communication. Mais Geneviève, tu prends un Emmanuel ou un... j'ai oublié son nom, le patron d'usine du four. Vincent. Vincent. Un Emmanuel ou un Vincent. 2-3 mois de VSM, ils trouvaient ça long. Hein. Bon, il faut dire que c'est une VSM sur une fabrication aéronautique, d'un produit qui fait 700 heures de travail, qui est en plusieurs variantes, qu'on a observé de A à Z. Donc, on n'est pas dans le domaine de l'automobile où on fait un produit toutes les minutes. Hein. Là, on en faisait 2 par mois. Hein. Un par mois, pardon. Donc, forcément, les délais ne sont pas les mêmes et puis ça dépend aussi de la profondeur de l'analyse. Là, c'était une analyse assez profonde. Ok. Est-ce que vous pouvez nous éclairer juste sur les formations que l'on doit fleurir, les L'important n'est pas la couleur de la ceinture. L'important, c'est l'objectif que vous poursuivez au travers de ces formations. Est-ce que ça fait référence à un label? Est-ce que c'est du crédit? C'est couleur? Je vais vous dire, moi, je n'utilise pas les couleurs de ceinture dans mon cabinet parce que je considère que c'est du bon gros marketing qui n'aide pas forcément les clients. Et la vraie question, c'est que voulez-vous acquérir comme compétence dans la formation et que voulez-vous savoir faire à l'issue de la formation. Si vous voulez savoir mettre en œuvre le Lean, déjà c'est simple, il ne faut pas aller en formation académique. Il faut vous faire accompagner par quelqu'un qui va mettre en œuvre avec vous. Si vous voulez avoir un vernis sur des sujets pour un premier éclairage, là une première formation peut vous sensibiliser, vous donner envie, vous dresser le panorama de tout ce que peut faire le Lean, ça oui. Mais dès que vous voulez mettre en œuvre, la formation, quelle que soit la couleur de la ceinture et quel que soit le cabinet, ce ne sera pas forcément utile. Ou alors, elle devra être aidée, on va dire doublée d'une démarche d'accompagnement par quelqu'un qui sait faire. Ouais, mais est-ce que ça fait référence à des référentiels, je sais pas, particuliers? Sans doute, mais... Et pas labellisés plus que ça. Dans les black belts, les green belts, c'est l'appellation marketing qui ont été utilisées par les cabinets US. D'abord, c'est Six Sigma à la base. Ouais. Dans les années 90. Généralisé de manière sauvage. C'est pas une norme ISO mondiale. Mais c'est pas ça qui est important. Effectivement, une formation green belt prise là ou là, c'est pas sûr que ce soit le même niveau. C'est la même chose, elle n'est pas le même niveau. C'est pas labellisé. Et l'important, c'est ce que vous acquérez comme connaissance et ce que vous voulez savoir faire. Et s'assurer que la formation que vous prenez soit en lien avec ce que vous voulez savoir faire. Si vous voulez savoir faire, assez vite, c'est plus des formations académiques, c'est de l'accompagnement en faisant. C'est ce que vous disiez dans l'introduction, il y a les outils, comportement et culture, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'on peut aller en formation, c'est certifié, machin, mais n'empêche que le fond des choses, ça va être de toute façon l'expérience terrain, avec les êtres humains, pour construire quelque chose ensemble qui durera, qui sera pérenne, dont on aura mis les règles et les logiques qui permettront de pérenniser. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a un bon black belt, bien que j'aime pas trop ce terme-là, au bout de 2-3 ans d'expérience. Voilà. La réalité, c'est ça. Donc, il y a des gens qui vous forment black belt en 4 jours. Non mais ça tout dépend de l'objectif. En gros, la première partie de la phrase de Jean-Paul, c'est un bon black belt, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de mettre en place des actions Lean, de déployer un plan, d'avoir un peu de vision. C'est une invitation. Qui peut délivrer des black belts, des green belts, des...
En France, n'importe qui. C'est ça. Avec n'importe quelle durée, avec n'importe